Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je te donne votre pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Ça y est, nous sommes arrivés à ce moment de l'année où la communauté du podcast se mobilise pour donner de la visibilité à des associations et ONG pendant une semaine. Avec plus de 1600 podcasts issus de 47 pays, le Podcaston est l'événement caritatif le plus hot de la toile. Pour ma 3e participation, je vous propose un épisode à 2 voix qui va remettre les pendules de l'humanitaire à l'heure. Il faut dire que les récentes facéties de Donald Trump en matière d'aide internationale nous ont donné une opportunité inédite de faire le point sur ce secteur, au financement et aux contours pas si connus du grand public. Pour en parler, je reçois Cécile Coldefy et Antoine Peigné de Solidarité Internationale, une ONG engagée sur le terrain des conflits et des catastrophes naturelles depuis 1980. Vous allez assurément apprendre plein de choses en compagnie de mes invités, dans cette conversation un peu plus longue que d'habitude, mais passionnante de bout en bout. Bonne écoute! Bonjour Cécile et Antoine. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir pour cet épisode spécial Podcaston qui a pour objectif de mettre en lumière votre ONG Solidarité Internationale. On va parler de votre mission, vos combats, vos espoirs et peut-être aussi, pourquoi pas, des coups de gueule. Compte tenu du contexte actuel. En tout cas, on a beaucoup de sujets à couvrir ensemble. Rapidement, Solidarité Internationale, même si on va prendre le temps d'expliquer plus en profondeur ce que vous faites. En quelques chiffres, eh bien, ce sont près de 5 millions de personnes secourues, 3200 employés nationaux et internationaux et 27 pays d'intervention. Donc, depuis les années 80, vous avez notamment développé une expertise reconnue et un savoir-faire en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène à travers le monde. Rappelons qu'il y a encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et que 300 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites de maladies liées à une eau insalubre. Alors, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de Solidarité Internationale, je voudrais vous présenter à nos auditeurs. Donc, Cécile Coldefy, vous êtes diplômée du CELSA et ancienne journaliste. Vous avez pris vos marques en philanthropie il y a une vingtaine d'années maintenant. Vous avez d'abord travaillé en agence pendant 11 ans, en communication digitale chez ECD, puis en conseil stratégique en fundraising chez Excel. Par la suite, vous avez été responsable marketing et mobilisation pendant 8 ans pour AFM Téléthon, avant de rejoindre Solidarité Internationale en tant que directrice développement et communication. Antoine Peigné, vous êtes le président de Solidarité Internationale depuis 2018. Vous avez une longue carrière dans l'humanitaire. Vous êtes diplômé de Bioforce, le premier établissement de formation des professionnels de l'humanitaire en France. Et vous avez effectué plusieurs missions humanitaires entre 1989 et 1994, notamment en Roumanie, au Liban, en Bosnie, au Sud-Soudan, en Éthiopie, en Somalie, en Mauritanie, en Serbie, au Kosovo, en Angola et en Haïti. Alors par la suite, vous avez été responsable des programmes Afrique de l'ONG Équilibre et en 1998, vous avez intégré la Croix-Rouge française où vous êtes resté une quinzaine d'années, d'abord à titre de responsable du pôle opérationnel, puis en tant que directeur des relations et opérations internationales. Et depuis 2017, vous êtes le directeur du département Santé d'Expertise France, qui est un opérateur du groupe AFD, donc l'Agence française de développement.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux est qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager, pour vous Antoine, ou à faire le saut, pour vous Cécile, dans l'humanitaire? Alors, d'abord, bonjour et merci Charlène de nous inviter à cette discussion. Petite précision en amont de la réponse que je vais vous faire. Nous servons 5 millions de personnes par an avec les capacités que vous avez mentionnées. Pour ma part, je me suis engagé dans l'humanitaire en 1989, ça fait 35 ans. Je cherchais tout simplement, j'avais 25 ans, je cherchais tout simplement à donner un sens à ma vie et l'humanitaire de l'époque, on y viendra tout à l'heure en retraçant les grandes périodes de l'humanitaire, était un humanitaire très bénévole, très rustique, qui pouvait séduire un jeune homme ou une jeune femme de l'époque des années 80 en quête d'aventure, mais d'aventure utile à l'autre pour donner un sens à cet engagement. Et Bioforce, que vous avez mentionné, m'a confirmé dans ce choix qui a guidé ma vie depuis toutes ces années. Oui, d'ailleurs, j'ai appris en préparant l'épisode l'existence, de cet établissement, qui est spécialisé donc dans la formation, des professionnels de l'humanitaire. D'ailleurs, vous avez été, je crois, membre du conseil d'administration pendant 14 années, donc c'est une institution que vous connaissez bien et dans laquelle vous avez été très impliqué. Absolument. En fait, quasiment la première école de l'humanitaire au monde dans les années 80, la fin des années 80, pour commencer à structurer un humanitaire qui va se professionnaliser dans les années 90 et 2000. Et Charles Mérieux, dont on connaît le nom dans cette lignée d'industriels de la pharmacie, a créé cette école à l'époque en 1986-87, car il avait une vision de la nécessité de renforcer la logistique. L'humanitaire des 2 premières décennies des années 70 et 80 était un humanitaire très rustique et surtout très porté par des spécialistes, des techniciens, que ce soit des médecins, des kinésithérapeutes, des infirmiers. Et au fur et à mesure que les humanitaires ont commencé à progresser en termes de capacité, ils sont aperçus qu'il y avait une donnée logistique qui était essentielle pour qu'ils puissent accroître leur impact et leur action. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer cette école de logistique dans l'humanitaire sous l'impulsion de Charles Mérieux et de Charles Hernu aussi, qui était ministre de la Défense, qui était aussi lyonnais. Ils n'étaient pas du même bord politique, l'un était plutôt de droite et l'autre plutôt de gauche dans le gouvernement socialiste français de l'époque, et pour autant les deux réunis par un même idéal de créer ce creuset de formation qui allait permettre à des milliers de jeunes depuis 1986 de se former, partir ensuite en mission. D'accord. Bah, merci pour cette petite précision, historique, qui nous permet de mieux comprendre, comment est née cette école. Et pour vous, Cécile, qu'est-ce qui vous a fait faire le saut dans l'humanitaire? Moi, j'avais presque 2 fois, l'âge d'Antoine, donc en juin dernier, puisque c'est tout récent, j'ai fait ce fameux saut et je l'avoue, je l'ai fait avec, au moins autant d'innocence qu'il en avait, à 25 ans, alors que j'en avais bientôt 50, avec, l'envie, qui m'avait d'abord portée, à être journaliste, c'est-à-dire la curiosité, l'envie de rendre compte, l'envie d'aider, et puis, d'apporter une contribution à l'échelle de ce que moi je sais faire, c'est-à-dire de la communication et puis du marketing au service, de la collecte de fonds pour les associations. En fait, le secteur des ONG par rapport au secteur associatif n'a pas été un 1er, choix, nécessairement. Je connaissais Solidarité Internationale. J'avais eu l'occasion de les rencontrer quand j'étais en agence. Et donc je n'étais pas en terrain inconnu. C'était déjà, une ONG qui avait su à l'époque, me séduire. Mais je ne m'attendais pas, à ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire, très rapidement, ce secteur, des ONG, ce secteur de l'humanitaire, ça a été un vrai crush. Donc finalement le saut n'était pas tant une décision, mais en revanche, ces quelques mois, depuis le saut, me confirment dans le fait que j'ai bien fait de sauter. Puisque je suis chaque jour un peu plus fascinée par, l'expertise, l'immense expertise de mes collègues et particulièrement de mes collègues sur le terrain, sur, cette capacité à agir au plus près des populations, les plus fragilisées. Voilà, sur une forme de pragmatisme et d'engagement, immense, par les personnalités qu'on y rencontre. Donc voilà, c'est j'ai pas vraiment de raison à avoir rejoint l'humanitaire, mais je pense que maintenant j'en ai une grande pour y rester.
Bon, donc un gros coup de cœur pour vous, qui êtes en poste, depuis quelques mois, chez Solidarité Internationale. On va parler un petit peu plus du contexte de l'humanitaire. Je pense que c'est important. Les gens l'ont pas forcément toujours en tête. Donc on l'a dit, l'association est née en 1980 sous la houlette, d'Alain Boinet, qui l'a dirigée pendant 30 ans. Qu'est-ce qui a concouru, à la création de Solidarité Internationale, à l'époque? Alors, Solidarité Internationale a été créée par Alain qui, avant de créer l'association, qui s'est appelée d'abord Solidarité Afghanistan, était le directeur de la mission Afghanistan pour une autre ONG française qui l'hébergeait à l'époque, c'était la Guilde européenne du RAID. Il y avait finalement assez peu d'ONG à la fin des années 70, il y avait Médecins sans frontières, ensuite tout début des années 80, il y avait la Guilde européenne du RAID également, et puis un certain nombre d'ONG qui se sont créées. Et donc, la Guilde européenne du RAID, comme quelques autres, était engagée en Afghanistan, et Alain a choisi de prendre son autonomie pour créer une ONG qui se dédie complètement à ce pays qui démarrait une guerre très difficile contre l'URSS, qui l'avait envahi en 79 après avoir organisé un coup d'État pour mettre un régime à sa main. Ce conflit afghan qui a duré jusqu'en 1989, donc 10 ans, et qui a été un vrai creuset d'engagement de cette génération d'humanitaires à l'époque, sont sous-estimés d'engagement dans d'autres pays, en Asie, au Cambodge, etc. Mais l'Afghanistan a été une vraie école de formation et d'engagement. Et donc Alain Boinet a créé Solidarité Afghanistan. Et puis 10 ans plus tard, il a créé Solidarité Liban. À l'époque, le Liban terminait aussi une guerre de 15 ans, de 75 à 90. Donc il avait choisi de créer une ONG qui se dédie au Liban pour voir comment nous pouvions aider les Libanais. Et puis l'année suivante, Solidarité Roumanie, dont on se souvient également en 1990 de la révolution qui mettait fin au régime de Ceausescu. Et de ces trois solidarités, qui tout était créé par le même homme, est née Solidarité tout court avec un S, qui ensuite a précédé Solidarité-Internationale, mais globalement c'est la même ONG qui ensuite s'est élargie considérablement sur des dizaines et des dizaines de pays, de causes, vous l'avez résumé au début de notre discussion. D'accord, donc on a vu, un nombre significatif d'ONG françaises qui ont été créées donc dans les années 70-80. Pourquoi cette période a marqué un tournant dans le paysage humanitaire français? Je dirais que le tournant, c'est plutôt après. C'est plutôt les années 90-2000. Les années 70-80, c'est le socle fondateur de l'humanitaire postmoderne. Il y avait déjà une action humanitaire au sens de la solidarité en cas de crise. Il datait première convention de Genève, la naissance de la Croix-Rouge, après la bataille de Solferino, Croix-Rouge qui se crée dans chaque pays sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge. Et puis au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez des ONG, Save the Children qui se crée, la Ligue des droits de l'homme. Vous avez aussi l'ONG Plan en Espagne pour venir en aide aux victimes de la guerre civile en 1937. Vous avez une ONG britannique qui est toujours très célèbre, Oxfam, qui se crée en 1942. En 1945, l'ONG CARE, qui est toujours très connue. Et puis le Secours populaire français en France, qui est issu du Secours rouge, qui s'était structuré avec la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc tous ces ONG existent et aux côtés du mouvement Croix-Rouge, sur des causes que je venais de résumer, délivrait une aide publique qui était affectée par ces grands conflits de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, vous avez une période jusqu'à la décolonisation où l'action de solidarité se fait de manière assez discrète. On est plutôt sur de la charité ou de l'action sociale. Et puis à la décolonisation, vous avez en 1960, la première décennie des années 60, plutôt quelques ONG qui se créent, mais c'est plutôt dans le monde du développement. Vous avez l'ONG World Wide Fund, qui est très connu, le WWF, qui se crée en 1961. Vous avez en France le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD, qui se crée aussi en 1961. Terre des Hommes, une ONG très connue en Suisse, qui se crée en 63. Ce sont des ONG qui commencent à anticiper les défis liés à ces pays qui viennent de naître dans leur indépendance et les premiers défis écologiques. Et pour répondre à votre question, les années 70, c'est le tournant dans le sens où Médecins sans frontières, sur fond de guerre du Biafra, se distance avec la Croix-Rouge internationale qui agit et ne parle pas en décidant d'agir et de témoigner. Et ça, c'est vraiment l'acte fondateur de ces fondateurs d'MSF qui décident en 1971 de créer l'ONG. À cette première création, d'autres ONG dans la même veine, le même ADN, se créent. En 1979, vous avez Médecins du Monde, Aide médicale internationale, vous avez aussi Action internationale contre la faim, qui s'appelle ACF maintenant, qui a été créée par Bernard-Henri Lévy et François Giroud. Ça, c'est donc les années 70. Et puis,
On continue dans la décennie des années 80, et là vous avez toute une série, alors je parle essentiellement de la France, hein, bien sûr, je ne veux pas faire du chauvinisme, mais bon, voilà, je connais mieux ce secteur que le reste du monde, mais j'imagine que dans les autres pays, d'autres ONG un peu similaires se sont créées, mais en France, c'est vraiment une école de l'humanitaire moderne qui s'installe avec une volonté d'aller sur les lignes de front, de franchir les frontières clandestinement pour porter secours là où c'est nécessaire et de rapporter des témoignages. Et donc, on a ces ONG qui sont, alors, Solidarité internationale, on vient de le dire, Solidarité qui se crée en Afghanistan, mais aussi Équilibre, l'ONG que vous citiez pour laquelle j'ai travaillé, Handicap International, qui est très connu, Vétérinaires sans frontières, Enfants réfugiés du monde, Aide et Action, Care France, Santé Sud, Pharmaciens sans frontières, Reporters sans frontières. Toutes ces ONG se créent beaucoup sur fond de conflits en Afghanistan ou au Cambodge. Et puis, on a parlé de Bioforce, donc en 1980, début des années 80, la création de cette école, qui est la première école au monde qui tente déjà d'organiser la logistique humanitaire. On voit que ces 15 années passées déjà nécessitent que l'humanitaire se structure d'un point de vue logistique. Et puis, pour terminer sur cette double décennie, au niveau des États, la France est aussi très leader, très pionnière, puisque en 1986, Jacques Chirac était leur Premier ministre, nomme Claude Malhuret, qui était qui était partie des fondateurs de Médecins sans frontières, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, ce qui aussi précède la création, là encore, en 1986, d'une autre ONG française qui s'appelle Enfants du monde droits de l'homme, qui existe toujours. Et puis, pour achever cette décennie des années 80, en 88, la France est le premier pays au monde à se doter d'un ministre dédié à l'action humanitaire sous la présidence de François Mitterrand. C'est Bernard Kouchner, il est secrétaire d'État de 1988 à 1992, et là on peut dire que l'humanitaire d'État commence à s'installer et a désormais un visage. Et Bernard Kouchner qui va utiliser cette fonction pour tenter de faire évoluer le droit, notamment en installant un concept de droit d'ingérence qui sera adopté le 8 décembre 1988 par l'Assemblée générale de l'ONU et qui veut remettre en question le principe intangible de la souveraineté des États pour tenter de trouver un moyen d'accéder aux victimes indépendamment de la souveraineté de ces États. Ça, c'est la double décennie, 70-80, vous voyez, pour structurer un peu le paysage de l'époque. Et puis alors, les années 90, et là je vais être plus court, c'est là où je vois plutôt le tournant, puisque de ces naissances, de ces enthousiasmes, qui sont très bénévoles, encore une fois, moi je commence ma vie dans l'humanitaire en 1989-90, je marche sur la trace de mes aînés qui sont tous les fondateurs de ces ONG. C'est très bénévole encore, on est vraiment, il n'y a pas d'internet naturellement, on part aux quatre coins du monde avec 3 sous, on est dans un humanitaire plus de démonstration qu'un humanitaire d'impact. Mais évidemment, les crises se multiplient, le mur de Berlin tombe, et donc là, les années 90 vont voir l'explosion de conflits liés à la fin du bipolarisme, à la montée des nationalismes, des mouvements identitaires, religieux dans les pays, etc. Bref, beaucoup de conflits, et donc les humanitaires vont là passer de plus en plus à un humanitaire d'impact. Il s'agit d'agir de plus en plus au plus grand profit du plus grand nombre de victimes. Donc là, les années 90, c'est un tournant. C'est là où je le situe plus, voyez-vous. C'est-à-dire, on passe à un humanitaire professionnel. Là, on commence à salarier les travailleurs humanitaires, à les protéger davantage, à leur donner des moyens qui sont considérables, logistique, de transport. On structure véritablement cet humanitaire de cette décennie des années 90. Ça s'accompagne de la création au niveau de l'Union européenne en 1992 de la Direction générale ECHO, qui va être le plus grand bailleur humanitaire au monde, avec les États-Unis naturellement, dont on sait aujourd'hui le recul, le tournant, on en parlera tout à l'heure, mais ECHO donc, se crée sous l'impulsion des États membres de l'Union européenne pour financer massivement toute cette geste humanitaire, tous ces acteurs qui sont très professionnels, qui deviennent de plus en plus redevables, qui sont capables de rendre des comptes également sur des budgets qui vont au-delà de l'argent qu'ils collectaient jusqu'à présent auprès de leurs donateurs sur des événements par-ci ou par-là et qui vont devenir de plus en plus impactants. Ce qui me permet de rebondir effectivement, tout à fait, très rapidement, c'est-à-dire que ce panorama de la geste, humanitaire effectivement fait un
un parallèle avec la geste du fundraising à la française, puisqu'en fait, fin des années 60, on a la création de la Fondation de France, qui est quand même un peu un acte fondateur. Les années 80 vont voir des temps forts en termes de collecte de fonds auprès des particuliers, et notamment marqués essentiellement par l'amendement Coluche et la création des Restos du Cœur. Et parallèlement à l'international, c'est la période du Live Aid. Donc, ils vont être des temps clés où vraiment aussi, non seulement ces associations et ces ONG se développent, en répondant à des besoins urgents, comme l'a si bien décrit Antoine, mais parallèlement, cette mobilisation aussi du grand public connaît une forme de mouvement parallèle, et la professionnalisation et également que vient de décrire Antoine, qui est que le point de bascule dans les années 90, se fait également sur cette modalité de financement, notamment dans le cadre du fundraising, où vraiment le milieu des années 90, avec la crise de l'ARC, avec le scandale Rosemary, qui manque engloutir finalement le mouvement de générosité publique, va amener à une professionnalisation aussi, à un développement de la professionnalisation du financement de l'action humanitaire auprès du grand public, entre autres. Ok. Merci beaucoup. Vous nous avez fait un historique assez complet du monde humanitaire. Si on résume un petit peu, les années 70, on sort du contexte post-colonial, on remet un petit peu en question l'aide traditionnelle, on va dire peut-être un peu plus paternaliste. Années 80, émerge le concept de sans-frontiérisme. Années 90, on est vraiment à l'ère de la structuration et de la professionnalisation du secteur. Donc, on voit que c'est quand même finalement 3 décennies charnières. Le monde humanitaire semble très codifié, avec un vocabulaire qui lui est propre. Il y a par exemple les 4 principes humanitaires fondamentaux, que sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Et puis après, il y a d'autres éléments structurants qui sont le mandat humanitaire. On ne parle pas de mission, mais plus spécifiquement de mandat humanitaire. Les standards techniques qui sont propres à tout ce qui a trait à l'approvisionnement, l'assainissement, l'hygiène, la nutrition, etc. Ou encore ce qu'on appelle les clusters et autres mécanismes de coordination. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différents aspects au sein de Solidarité Internationale ? Alors absolument. D'abord, commençons par les principes humanitaires, parce que les principes humanitaires, c'est le socle. Donc, un peu d'histoire à nouveau. On part de 1965 à Vienne, et c'est le mouvement de la Croix-Rouge qui adopte 7 principes humanitaires pour régir son action. Le mouvement de la Croix-Rouge, en 1965, a un certain nombre de sociétés nationales, de Croix-Rouge, de Croissant-Rouge, qui ont été créées dans le monde, dans les pays qui ont signé les conventions de Genève, puisque c'est une des conditions exigées pour qu'un pays se dote d'une société nationale. Il faut qu'il soit signataire des 4 conventions de Genève et de leur protocole additionnel. Bien, donc en 65, il y a quand même beaucoup de pays qui l'ont signé, beaucoup de Croix-Rouge, de Croissant-Rouge, le CICR qui agit dans les terrains de conflit, la Fédération internationale de Croix-Rouge qui coordonne toutes ces Croix-Rouges et ces Croissants-Rouges dans le monde. Et en 1965, le mouvement de la Croix-Rouge se dote de 7 principes, dont 4 principes sont ceux que vous avez cités: l'humanité, l'impartialité, l'indépendance et la neutralité. Et puis la Croix-Rouge y ajoute 3 principes qui sont des principes de comportement, qui sont, je dirais plutôt le volontariat, l'unité et l'universalité, qui sont cohérents dans le fonctionnement du mouvement de la Croix-Rouge. Ces 4 principes, d'action vont être adoptés par les ONG qui se reconnaissent entre elles sous l'adjectif humanitaire. L'adjectif humanitaire, ça définit une adhésion à ces 4 principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, et ça participe de l'action qui se détermine par un choc qui affecte des populations. Sur les 4 principes, si on les définit un peu plus précisément, l'humanité, le principe d'humanité, ça marque le devoir pour l'ONG dite humanitaire de placer la personne au centre
de l'agenda de son action. Ça n'est pas anodin ce que je dis, parce que vous pouvez avoir un geste médical extrêmement précis et tout à fait désintéressé qui est fait par un médecin d'une ONG médicale humanitaire et le même geste qui peut être fait aussi par un médecin militaire dans le cadre d'un déploiement, d'une intervention armée avec son support médical pour soigner ses blessés et dans la doctrine de ce qu'on appelle le civilo-militaire. Le même geste, la même attention auprès de la même femme afghane qui vient demander de l'aide parce qu'elle est blessée. Mais le geste médical du médecin militaire n'est pas humanitaire. Il ne l'est pas parce que le médecin militaire manque de cœur ou d'empathie. Il ne l'est pas parce que le médecin militaire inscrit son geste dans un agenda politique. Son dispensaire de campagne, son hôpital de campagne est déployé conformément au déploiement du contingent français en Afghanistan ou américain. Et si la France retire ses troupes, elle retire son dispensaire. Voilà. Alors que le dispensaire de Médecins sans frontières va rester en Afghanistan de manière totalement indépendante à l'évolution d'un conflit et les médecins humanitaires vont rester avec comme seule finalité de secourir la détresse, soigner les plus vulnérables et les blessés. Donc ça, c'est le principe d'humanité. L'impartialité, ça traduit la volonté de secourir la personne à la mesure de sa seule souffrance. Ça complète et ça précise le principe d'humanité. L'indépendance, ça dit que l'ONG humanitaire doit mener ses propres évaluations et conserver la maîtrise de son action. Ça ne signifie pas que nous refusons des financements de l'État français, de l'Union européenne ou de l'État américain, mais c'est nous qui les sollicitons, c'est nous qui les demandons, et c'est nous qui pouvons éventuellement refuser de s'en faire octroyer parce qu'on estime que les conditions liées à ce financement public nous engageraient au-delà de notre neutralité. Et puis alors la neutralité, c'est sans doute le principe le plus discuté, pour être très franc, car autant pour la Croix-Rouge, ce principe de neutralité, il est parfaitement compris, à la fois parce que la Croix-Rouge, dans son mandat, ne parle pas, elle documente les exactions, elle parle à tous les belligérants pour réduire le degré de violence qui s'adresse aux populations civiles. Et puis, cette neutralité pour la Croix-Rouge, c'est aussi le principe de marquer la Croix-Rouge sur ses véhicules ou sur des établissements physiques pour les protéger au regard des conventions de Genève. Hein, ce sont des emblèmes distinctifs, les emblèmes de la Croix-Rouge, qui ne sont pas des logos des ONG. Donc ça a un sens très, très légal au regard du droit international. Les ONG, c'est vrai, peuvent utiliser ce principe de neutralité de manière un peu plus flexible, car notamment dans les années 70 que je citais tout à l'heure, les années 80, les ONG très souvent assumaient de franchir des frontières pour aller se porter délibérément dans un camp en conflit. Le Sud-Soudan, à l'époque, en guerre contre le Nord-Soudan, on franchissait clandestinement la frontière de l'Ouganda, le Soudan, et sans aucun visa. L'Afghanistan, j'en ai parlé, et dans bien des conflits, c'était la même chose. On l'assumait. Dès lors, on pouvait éventuellement penser que cette action volontairement clandestine, engagée, déterminée, pouvait remettre en question un principe de neutralité. Mais ça, ce sont des débats un peu intellectuels et qui ne nous traumatisent pas non plus outre mesure. On sait ça signifie globalement le principe de neutralité, c'est de ne pas afficher d'opinion politique, religieuse, philosophique qui emmènerait l'ONG humanitaire sur d'autres terrains que celui de vouloir secourir les victimes. Et puis, pour terminer sur cette réponse, c'est intéressant de noter aussi que l'Union européenne, en 2007, a adopté le consensus humanitaire européen. C'est-à-dire que les États, je parlais tout à l'heure d'un humanitaire d'État avec la France qui se dote d'un Premier ministre dédié à l'action humanitaire, et après c'est devenu monnaie courante. Hein. Dans beaucoup de pays, il y a eu des secrétaires d'État, des ministres qui suivaient l'action humanitaire. Et donc les États, en tout cas pour ce qui concerne les États européens, ils se sont engagés à adopter ce consensus humanitaire européen, donc à faire leur ces 4 principes. Alors, c'est un peu plus contestable encore une fois, parce que là pour le coup les États ont une vraie politique, mais en tout cas l'Union européenne était très vertueuse et ces États à l'époque tout à fait vertueux en se disant que le budget qui serait confié à la direction générale de ECHO,
que je citais, qui a été créé en 1992, à l'époque c'était 900 millions d'euros à sa création, hein, c'était déjà très très important. Là maintenant on est à près de 2 milliards. Et bien que ce budget serait véritablement dédié par cette direction générale de manière parfaitement indépendante de la logique politique de l'Union européenne et de ses États membres, et véritablement aligné sur un baromètre de la souffrance des populations victimes de conflits, de catastrophes naturelles, de crises sanitaires. Voilà pour les principes. D'accord. Et Cécile, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du mandat humanitaire de Solidarité Internationale? Alors, je pense que je serais peut-être pas la plus légitime, mais pour faire une petite boutade, concernant le vocabulaire spécifique, je peux témoigner. Pour avoir passé, je pense, allez, mes 2 premiers mois dans chacun des CODIR, de notre structure à faire énormément de requêtes sur tous les moteurs de recherche pour comprendre le vocabulaire de mes collègues, que oui, en fait, le monde humanitaire, c'est un vocabulaire en tant que tel qui lui est propre, avec des fonctionnements qui lui sont propres. Mais du coup, pendant très longtemps, par exemple, j'étais très amusée par le fait que, on parlait beaucoup d'OSS. Alors moi, je ne connaissais que OSS 117, vous voyez? Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas ça du tout. Mais ce que j'ai pu en retenir et qui reste, je pense, pour la béotienne que je reste, à date, mais qui est peut-être compréhensible, c'est qu'effectivement, ce qui est propre, par exemple, au monde des ONG par rapport au monde de l'associatif, donc au monde de l'humanitaire, c'est vraiment, je pense, et c'est en grande partie lié avec ce mandat, c'est que le sens de l'intérêt général y est peut-être plus aigu qu'ailleurs. Il y a vraiment une logique de travail en coordination avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que finalement, un humanitaire sur le terrain, c'est pas une personne toute seule qui représente une structure comme Solidarité Internationale. C'est vraiment l'ensemble d'acteurs d'ONG qui travaillent en lien avec des structures, des associations, des acteurs locaux qui sont de véritables partenaires de l'action, et où la personne qui bénéficie de cette aide est elle-même actrice de l'aide qui lui est apportée. Et ça, c'est vraiment, je trouve, pour avoir travaillé dans d'autres secteurs associatifs où il y a parfois je trouve moins fortement cette notion de coopération entre les différents acteurs, qui est vraiment extrêmement marquée. Donc ces notions de principe de coordination, de cluster, et cetera, sont vraiment, clés, et je trouve, particulièrement, riches d'enseignements, plus globalement au-delà même du secteur associatif, sur la manière de travailler ensemble. Je trouve que c'est un secteur qui porte très fort, dans son savoir-faire, des modes de coopération, qui sont particulièrement aboutis et efficients. Et pour compléter ce propos de Cécile sur la question du mandat humanitaire, il faut retenir en fait une addition de deux choses. C'est l'adhésion aux 4 principes et c'est l'action de se porter aux côtés des populations qui sont victimes d'un choc. C'est vraiment l'addition de ces 2 déterminants qui, pour moi, fait l'adjectif et le mandat de l'humanitaire. Le choc, qui peut être politique en entraînant un conflit armé, asymétrique, symétrique, voire d'extrême violence liée à des gangs, etc. Le choc peut être lié à une catastrophe naturelle, tremblement de terre, tsunami, ouragan, cyclone et que sais-je. Le choc qui peut être sanitaire, une famine ou une situation de très grande malnutrition pouvant conduire à une famine. Ebola, le Covid, le choléra, des chocs sanitaires qui d'un seul coup déstabilisent complètement un système de santé et nécessitent un appui comme une béquille à côté d'une jambe fragile. Ces chocs-là, c'est ça qui détermine l'engagement d'ONG dites humanitaires, qui complètent l'action des ONG dites de développement, dont le point de départ n'est pas un choc, mais un engagement à venir aux côtés de populations qui vivent une situation de pauvreté chronique, liée à l'environnement, liée à la conjoncture, et qui vont être accompagnées dans un pays qui est par ailleurs
stables, qui disposent d'autorité pour pouvoir cheminer à leur rythme et gagner en autonomie. Et puis vous avez des ONG de droit, les droits humains, droit de l'environnement, droit des animaux. Donc toutes ces ONG se complètent par leur mandat, mais les ONG humanitaires, c'est vraiment les 4 principes qui sont très importants, notamment pour l'action dans les conflits. On y viendra un peu tout à l'heure dans l'évolution des ONG, car c'est là où elles doivent être le plus distantes des porteurs d'armes, les plus neutres, les plus exemplaires, pour éviter d'être prises à partie, d'être menacées, d'être confondues avec des belligérants. Mmh. C'est important cette distinction que vous faites, Antoine, parce qu'effectivement, l'approche opérationnelle, c'est aussi ce qui va distinguer les ONG entre elles, entre l'urgence, urgence et développement, plaidoyer. Bon, évidemment, il peut y avoir une spécialisation thématique. Certaines sont plus portées sur la sécurité alimentaire et la nutrition, d'autres sur le handicap ou l'aide médicale d'urgence. Évidemment, la portée géographique, mais aussi l'ancrage confessionnel, parce que certaines ont des racines religieuses et d'autres sont laïques. On va parler à présent de la problématique de l'eau qui représente 48% de votre budget d'intervention. Vous êtes aussi à l'initiative d'un baromètre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Quels sont les enjeux actuels liés à l'eau et l'assainissement dans les zones d'intervention? Eh bien, c'est un enjeu majeur quand les populations sont victimes de ces chocs que je citais. Elles quittent leur domicile pour se déplacer dans leur pays d'abord, puis se réfugier dans le pays voisin, puis éventuellement prolonger cette route migratoire vers des pays encore plus loin pour se protéger. Dans les cas de catastrophes naturelles, un tremblement de terre, les gens voient leur maison dévastée, le quartier effondré, et donc se retrouvent dehors sous une bâche plastique, dépendante d'une aide extérieure. Et l'eau est vitale pour venir en aide à ces personnes. L'eau, comme l'alimentation, comme un abri, le plus modeste possible au départ, une bâche plastique, puis une tente, puis un préfabriqué, puis quelque chose de plus en attendant une maison. Et des soins, je le disais. Donc ce sont les actions vitales. Et l'eau, c'est l'eau et l'assainissement, c'est vraiment transversal à tout ça. L'eau est parfaitement liée à l'alimentation, l'eau est parfaitement liée à la prévention des maladies. L'eau est absolument nécessaire pour qu'une famille qui va devoir vivre pendant une période longue puisse recultiver quelque chose, gagner un peu en autonomie, d'un lopin de terre, un peu de maraîchage. Donc l'eau, c'est véritablement la ligne de vie. Et ça peut être une ligne de mort, quand elle n'est pas traitée, quand elle est contaminée, quand elle est polluée. Et c'est de ça que l'association a fait son combat pour prendre en compte une thématique particulière, comme vous le disiez, d'autres ont choisi d'autres sujets pour se spécialiser, ce qui n'empêche pas que nous travaillons aussi sur les abris, sur l'alimentation, nous sommes spécialisés dans l'agriculture aussi, quand il faut aider des populations déracinées, etc. Nous avons un savoir-faire qui est assez complet, mais l'eau, c'est vraiment la ligne de vie qui guide l'action de l'association, pour laquelle on s'est véritablement renforcé au regard des défis que nous avons constatés et qui sont aussi documentés par les grands constats après les objectifs du millénaire, puisque en 2000, il y a eu ce premier agenda sur les objectifs du millénaire jusqu'en 2015, et on a constaté en 2015 qu'il y avait eu pas mal de progrès dans certains sujets, mais que la question liée à l'eau et à l'assainissement n'était pas assez prise en compte, et que les indicateurs mondiaux sur cet objectif-là n'étaient pas atteints, loin de là. Donc ce que nous vérifions, nous, dans nos pays où nous agissons, c'est documenté au niveau mondial, et donc nous en avons fait un combat. Et nous publions ce baromètre de l'eau qui s'appuie
sur ce que nous faisons sur le terrain. Encore une fois, nous ne faisons pas que de l'eau et de l'assainissement, mais nous avons une véritable spécialité maintenant qui va de la dotation d'extrême urgence en eau à Gaza. On fait de la dessalination d'eau de mer pour la distribuer aux populations. On a une spécialité sur ce sujet. On est capable d'installer des bâches à eau dans n'importe quelles conditions très rapidement pour que les gens puissent mettre une bassine sous la rampe de distribution et avoir de l'eau potable, jusqu'à des systèmes plus sophistiqués que nous développons pour remettre en route des petites usines municipales de traitement d'eau, en passant par les puits, l'aménagement de puisards et toute la gamme de ce qui permet de distribuer une eau en qualité et en quantité. Alors justement, je ne sais pas si vous vous souvenez du documentaire Dans la tête de Bill Gates qui est sorti en 2019 et dans lequel on apprend que le philanthrope américain investit beaucoup d'argent dans une idée révolutionnaire, transformer les matières fécales en eau potable pour les pays en développement. Donc la machine en question, c'est l'omniprocesseur. Elle a été conçue pour récupérer les excréments des fosses septiques. Ceux-ci sont ensuite bouillis puis désinfectés à très haute température avant d'être filtrés. Parce qu'il faut savoir que nos selles sont composées à 75-80% d'eau. Et la partie solide est ensuite brûlée, ce qui génère de la chaleur convertie en électricité. Comment le secteur humanitaire et plus particulièrement Solidarité internationale ont-ils accueilli cette innovation ? Alors, je ne sais pas si Cécile a quelques informations qu'elle a pu collecter auprès de ses collègues. Pour ma part, je n'ai pas connaissance de ce système, mais je sais par expérience, pour avoir depuis 35 ans dirigé beaucoup d'équipes et les avoir engagées dans énormément de terrains d'intervention d'urgence humanitaire ou de développement, que nous avons toujours travaillé sur la recherche et le développement dans tous les secteurs, y compris celui que vous évoquez, sans avoir particulièrement fait breveter une machine comme vous le décrivez, mais tout ça fait partie de notre quotidien. Nous sommes extrêmement ingénieux, nous savons, à partir des boues fécales humaines, faire du tri pour pouvoir effectivement en utiliser une partie qui sera mise dans des champs pour faire de l'engrais une fois que c'est traité, décontaminé. Nous avons beaucoup d'idées qui ont été développées, souvent avec les communautés locales qui ont une véritable intelligence de leur environnement et de la manière aussi d'utiliser au mieux les produits qui sont leur quotidien pour pouvoir développer et passer à l'échelle ensuite ces systèmes. C'est ça la difficulté, c'est ce que je viens de dire, c'est le passage à l'échelle en fait. Nous avons aujourd'hui beaucoup de très bonnes idées, beaucoup d'inventions intelligentes, mais qui ensuite ne me paraissent pas passer à l'échelle pour des raisons tout simplement de marché, d'accompagnement financier qui doivent être beaucoup plus importants que ceux dont nous disposons pour pouvoir transformer une expérience réussie en quelque chose de plus universel. Dans tous les cas de figure, nous sommes régulièrement également invités, sollicités par des personnes qui créent des systèmes rustiques, rudimentaires, respectueux de l'environnement, dans l'eau, pour l'énergie solaire, la biomasse, le vent, etc. Donc tout ça existe et c'est très bien. C'est très bien, mais nous sommes attentifs aussi à rester dans notre mandat qui est de ne pas être non plus, comment dirais-je, un laboratoire d'expérience de toutes les bonnes idées. Et notre mandat, nous, c'est de délivrer. C'est-à-dire qu'on a 5 millions de personnes tous les jours que nous servons dans 27 pays. Et donc, on prend la technique qui est la plus appropriée pour aller à l'essentiel et délivrer l'eau et gérer l'assainissement dans des conditions dégradées. J'aimerais qu'on parle à présent du démantèlement de l'USAID, qui est l'Agence américaine pour le développement international, et de la suspension des budgets américains.
Alors, il faut savoir que les États-Unis étaient jusqu'à présent le premier donateur mondial de l'aide humanitaire. En 2024, ils ont contribué à plus de 42% à cette aide. Et ce démantèlement intervient dans un agenda trumpiste du America First, où les intérêts des États-Unis priment sur tout le reste, et où le hard power a remplacé le soft power. Alors, dans la nuit du 26 au 27 février dernier, l'USAID vous a donné l'ordre de mettre fin définitivement à vos projets humanitaires au Mozambique, au Niger, au Soudan, en Syrie et au Yémen. Et de nouvelles fins de contrat pourraient survenir dans les prochaines semaines. Donc pour le moment, il s'agit d'un gel de 3 mois, mais qui a déjà des répercussions immédiates auprès des ONG internationales, mais aussi et surtout locales. Comment vous composez avec cette incertitude ou cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, si je puis dire? Eh bien, nous n'avons pas de solution miracle, hélas, pour pallier à un bailleur de fonds qui représente 40% des financements de l'aide humanitaire dans le monde. Donc c'est bien dramatique, bien indigne de la manière dont c'est mené. Indigne car on peut tout accepter et un État est parfaitement souverain de ne pas vouloir finalement dépenser autant d'argent qu'il le faisait dans son aide publique au développement, dans son action humanitaire. Mais le décider sur des contrats qui sont en cours, qui sont signés, sur des engagements qui ont été pris, c'est hallucinant. On imagine pas ça dans un milieu commercial. Vous signez un accord avec une entreprise et puis celle-ci vous dit non, non, ben, j'arrête le chantier, terminé. Or, évidemment, aucune ONG ne peut se porter en justice contre la puissance américaine. Donc on est victime, on subit cette indignité de la manière dont ça nous est imposé, alors même que nous sommes sur des contrats, des engagements qui ont été pris de manière parfaitement construite, avec des échanges et des signatures entre les partenaires. Une fois qu'on a dit ça, eh bien on s'adapte, hélas. Ça signifie très concrètement que la plupart des ONG humanitaires qui dépendaient de ces financements américains vont devoir réduire très fortement leurs activités. Ça passe par inévitablement à l'avenir des mises au chômage, des licenciements de nos personnels, et ça passe surtout aussi par l'arrêt de l'aide à des millions de personnes qui dépendaient de ça. Donc si je caricature, au risque d'être un peu sommaire, Solidarité internationale sert chaque jour 5 millions de personnes. 5 millions de personnes. 40%, ça fait 2 millions de personnes. C'est-à-dire que demain, Solidarité internationale cessera de secourir 2 millions de personnes qui étaient liées à ces financements américains sur lesquels nous comptions, qui nous engageaient personnellement vis-à-vis de ces personnes qui attendaient cette aide que nous avons co-construite avec eux et avec nos interlocuteurs américains de l'époque. Ces 2 millions de personnes, que vont-ils devenir? Là aussi, je ne veux pas être... Il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais on est dans l'aide humanitaire. Cette aide humanitaire, elle s'adresse à des gens qui sont démunis de tout. Ils sont victimes d'un choc, ils sont sur des routes, ils sont à côté d'une maison détruite, ils sont blessés, ils sont affamés. Donc les plus faibles mourront, les moins faibles réussiront à survivre parce qu'ils auront une résilience très forte et ils chercheront à s'échapper de la situation dans laquelle ils sont en allant chercher refuge le plus loin possible. Mais les plus faibles mourront. Il n'y a pas de solution miracle. On n'est pas dans l'aide au développement où on pourrait imaginer que les pays puissent puiser un peu plus dans leurs ressources domestiques pour venir pallier à une absence de crédit sur des coopérations techniques. On est sur de l'aide humanitaire. On pourrait dire plein de choses autour de ce fait d'actualité, mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de retour d'épidémie, parce que pour le coup, elles ne connaissent pas de frontières, hein. Oui, la lutte contre le VIH/SIDA, vous avez beaucoup de financements qui sont américains, qui ont permis d'aider le PEPFAR, qui est une grande organisation. Il y a énormément pour parler de santé, effectivement, sur les maladies infectieuses, l'arrêt des financements américains, notamment pour payer les traitements antirétroviraux des personnes séropositives au VIH/SIDA, va inévitablement relancer l'épidémie qui était extrêmement stabilisée par cette action conjuguée des financements, de la recherche, des médicaments à bas prix, mais qui aujourd'hui va inévitablement repartir à la hausse avec
plus de contamination, plus de résistance au traitement, puisque les personnes vont interrompre leur traitement si leur État ne peut pas payer dans ses ressources domestiques les traitements de soins. Mais si vous voulez, là, on est sur cette autre conséquence de l'arrêt des financements américains qui s'ajoute aux conséquences que j'évoquais sur les crises humanitaires qui mettent en péril directement des millions de personnes qui ont besoin de cette aide pour boire tous les jours, tout simplement, boire, manger et se protéger sous une simple bâche plastique. Donc évidemment, c'est un tournant majeur. Je résumais notre mandat à nous humanitaire, mais je sais parfaitement l'impact aussi sur l'aide au développement, la coopération technique, médicale, scientifique, tout ce que ça va signifier comme choc et dommages collatéraux, cet arrêt des financements américains, ou en tout cas cette incertitude. Car il y a l'arrêt et puis il y a l'incertitude. C'est demain, l'aide américaine va se redéployer sous d'autres critères, d'autres modalités qu'on ne connaît pas encore, et qui nous éloignent de cette vertu qui était très américaine, qui rejoignait celle de ECHO, que je citais tout à l'heure, l'Union européenne, à savoir une aide qui se dispense au regard de la souffrance et qui n'est pas décidée sur un agenda de politique que vous évoquiez, d'influence immédiate, voire de rétorsion, de punition de certains pays ou de punition sociétale, de genre, qui deviennent des dogmes qui guident cette action américaine sur son aide humanitaire et qui seront naturellement totalement contraires aux principes que j'évoquais et qui doivent rester ceux qui guident la geste humanitaire. Mais justement, est-ce que si les financements repartent à l'issue de ces 3 mois de gel, est-ce qu'il sera éthique de les accepter? Mais nous verrons. Nous verrons. C'est là où chaque association, nous avons un conseil d'administration que je préside là, de 18 personnes, parfaitement lucides et éclairées. Nous avons un bureau issu de ce conseil d'administration. Nous avons un directeur général qui anime un excellent comité de direction. Et nous sommes un ensemble de femmes et d'hommes qui assumons à des degrés divers et des fonctions diverses la gouvernance de cette association Solidarité Internationale. Et nous nous pencherons sur les conditions qui seront posées demain par les Américains, si nous les estimons compatibles avec notre mandat humanitaire et ses principes, nous n'aurons pas de difficulté à les accepter. Nous ne sommes pas, encore une fois, opposés à recevoir des financements d'où qu'ils viennent. Il faut juste qu'ils soient compatibles avec notre mandat humanitaire et ses principes d'humanité, d'impartialité, d'indépendance, de neutralité. Donc on verra. Pour l'instant, on absorbe le choc. Donc on est en train de fermer des projets, fermer des missions, fermer des pays. On va se préparer à licencier du personnel en France, à licencier dans les pays et surtout à regarder le regard des gens qu'on va abandonner. Parce que ce n'est pas le président américain qui est face à cette femme soudanaise à qui du jour au lendemain on dira c'est fini, vous ne comptez plus sur nous, nous allons fermer cette antenne de solidarité ici ou là, ou au Niger ou au Mozambique, parce que nous n'avons plus ce financement. Ce n'est pas lui, c'est nous qui devrons assumer ces regards et les porter pour nous éclipser avant de pouvoir éventuellement revenir. Alors, l'UE est le 2e bailleur humanitaire mondial, avec une quinzaine de pays qui sont des donateurs significatifs, dont la France, qui prévoit tout de même une diminution de 50% de son budget d'aide publique au développement. C'est dans ce contexte que vous avez adressé, avec une centaine d'autres ONG, une lettre ouverte aux décideurs de l'Union européenne et de ses États membres, et que vous avez intitulée « A Call for Humanity ». Quel est votre appel à l'action à travers cette lettre ouverte? Écoutez, d'une manière générale, on constate que les Américains ont amorcé un repli considérable et un changement d'idéologie. Mais effectivement, ça se conjugue aussi avec une réduction forte des crédits de l'aide publique au développement de la France, pour d'autres raisons, sur fond de dette, qui nous est expliqué. En tant que Français, on écoute, on regarde et on voit. Et donc, on constate que l'aide publique au développement de la France fait partie des budgets qui ont été les plus impactés pour le budget 2025 et que ça préfigure un recul sur ce que la France avait l'habitude de dépenser jusqu'à présent pour accompagner le développement de ces pays partenaires ou financer des ONG humanitaires. Et puis l'Union européenne, ça va, je pense, pivoter d'ici 2 ans. Dans le cycle de financement de l'Union européenne, c'est tous les 7 ans, donc ça va se terminer en 2027. Donc on peut imaginer, hélas, parce que l'Union européenne, c'est pas non plus une institution hors sol, elle s'appuie sur 27 États membres qui sont très politiques.
et qui disent à l'Union européenne ce qu'elle doit faire. Et donc, on peut craindre aussi et penser, et on le prévient aussi, parce qu'on commence maintenant à avoir un peu l'expérience de ces virages. Donc, l'Union européenne va pivoter aussi, et pas pivoter à la hausse. Elle va pas pivoter soudainement en allant absorber ce que les Américains ne payent pas, puisque tous les pays européens font face à la même crise interne, de dette, de difficultés. Bon, et donc leurs politiques ont tous annoncé, les Anglais, les Allemands, les Français, qui réduiraient l'aide extérieure. Donc l'Union européenne va se réduire aussi. Donc c'est ça, cette lettre, comme d'autres tentatives de témoignages que nous avons fait et que nous continuerons de faire, ne vise qu'à redire ce que nous sommes, pourquoi nous le faisons, et puis peut-être par différents biais expliquer aux décideurs politiques, aux parlementaires, qu'à court terme, ils font des économies. C'est certains qui font des économies. Sur l'année 2025, ça permet de faire des économies. En 2026, ça va en faire aussi, 2027. Mais je ne suis pas certain, en tout cas, que ça rendra plus heureux nos compatriotes, parce qu'on aura baissé de 50% l'aide publique au développement. J'en suis pas certain. Et deux, ça n'est pas non plus certain qu'on échappera à la demande de ces peuples qui souffrent, victimes de guerre, de catastrophes, de sécheresse, de changements climatiques, de venir chez nous, tôt ou tard. Quoi qu'on le veuille et quoi qu'on le dise, nous restons des pays riches, stables et qui sont attractifs. Donc, il faudra bien penser à tout cela, et que c'est pas en baissant la herse ou en levant le pont-levis, en se disant finalement toute cette misère qu'on n'aide plus, elle va se tasser toute seule. Et parallèlement à ça, l'écart entre les besoins humanitaires et les financements disponibles a plus que triplé entre 2016 et 2024. Cette question du déficit de financement humanitaire, elle date pas d'hier. Elle a d'ailleurs été à l'origine du concept du Grand Bargain il y a une dizaine d'années. Donc c'était un accord entre les plus grands donateurs et les agences humanitaires qui se sont engagés à améliorer l'efficience et l'efficacité de l'action humanitaire. Mais cette question du déficit, elle risque aussi de s'accentuer dans le contexte géopolitique actuel, puisqu'on peut s'attendre à un financement de la défense militaire accru en Europe, qui risque peut-être de prendre le pas sur le financement de l'aide humanitaire. Bah, absolument, vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement analysé la situation. Il y a des besoins de renforcement de la défense qui font la une des journaux télévisés tous les jours. À aucun moment, la guerre au Soudan ou les conséquences humanitaires, disais-je, humanitaires en Ukraine, ne font la une de quoi que ce soit. Donc on voit bien le virage qui est pris, on voit bien la priorité qui est prise aussi par les politiques sur la question de la sécurité, de la défense, des migrations. Et nous sommes des acteurs. Notre métier, nous ne sommes pas des banquiers. Nous avons développé en 40 ans un savoir-faire considérable pour accéder au plus près des populations, dans des conditions qui sont dégradées en termes de sécurité, mais nous avons réussi à le faire. C'est ce que nous avons réussi à faire, c'est notre succès. Nous sommes véritablement arrivés à développer une action humanitaire très impactante qui est redevable, c'est-à-dire que chaque sou que nous dépensons est expliqué par des cascades d'audits, de comptes rendus financiers validés par des commissaires aux comptes de manière ultra transparente. Ça, c'est notre métier. C'est ce que nous avons réussi à construire en 40 ans. Pour être capable d'être, nous, les humanitaires, dans notre vocation, mais aussi pour les États qui nous financent, de se dire, grâce à ces gens-là, ces humanitaires, quelque part, on arrive aussi à secourir des populations, à stabiliser des situations qui nous échapperont totalement si nous ne le faisons pas. Donc il y avait, je dirais, un deal finalement qui marchait pas mal, chacun dans son mandat, cohérent avec lui-même. Nous n'ayons comme seule boussole que la souffrance et les mandats humanitaires, et les États qui nous finançaient, se disant finalement, c'est bien aussi que nous ayons ces professionnels qui font ce travail en allant au plus près, qui peuvent agir, stabiliser, apaiser. Une seule chose que nous ne savons pas faire, c'est s'élever des fonds tout seul, des fonds qui tomberaient du ciel ou de faire marcher une planche à billets. Et puis, c'est un cycle. C'est ça qu'il faut se dire également. C'est que les Américains sont rentrés dans un cycle. Ça va durer 4 ans. Et seulement 4 ans. Au bout de 4 ans, bon, 4 ans c'est long, mais 4 ans c'est pas 20 ans non plus. Donc on peut aussi être optimiste en se disant, ces cycles-là de repli sur soi, on les a vécus, alors pas avec la même violence ou la même soudaineté, mais quand il y a eu la fin de la guerre froide, je dirais d'un seul coup les États se sont dit, ça y est, c'est fini, le bloc de l'Ouest a gagné la guerre, l'URSS c'est terminé, tout le monde a abandonné l'aide au développement, il y a eu une espèce de désengagement, et puis finalement il y a eu une reprise en main. C'est là que l'agenda des objectifs du millénaire s'est invité à tous en disant, mais on peut pas comme ça abandonner tout
tous ces pays, même s'il y a plus le bipolarisme dans le monde, c'est pas possible. Et puis ce que fait la Banque mondiale ou le FMI avec des mesures draconiennes pour tenter de relever des comptes publics, ça marche pas. Ça attise la violence, ça attise les crises sociales. Donc voilà, reprise en main. Donc il y a des cycles. Voilà. Donc là, on est dans un cycle d'absorption d'un choc. Mais on a 4 ans devant nous. Soyons optimistes. Je lisais un super article de Care News qui vient de paraître sur l'aide internationale. Je mettrai le lien en description de l'épisode, et dans lequel Francis Charon demande au DG de la Fédération Handicap International et au directeur de Coordination Sud si on assiste à la fin d'un cycle ou la fin d'un modèle. Vous penchez plus pour la fin ou le début d'un nouveau cycle que la fin d'un modèle? Oui, parce que la fin d'un modèle, ça veut dire quoi? Sans être, je veux pas tomber dans l'autosatisfaction, mais notre modèle, il est évolutif, hein, bien sûr. On peut toujours gagner en efficience, gagner en efficacité, mais on va pas réinventer un nouveau modèle qui serait différent. On sait ce qu'il faut faire pour secourir les gens. C'est pas très compliqué finalement. Ce qui est ultra compliqué de le faire, mais c'est pas très compliqué de comprendre ce qu'il faut faire. Il faut être courageux, aller rapidement sur une ligne de front avec des hommes et des femmes qui savent se comporter pour être acceptés par les belligérants, pas être menacés, faire une évaluation, un diagnostic. Il faut de l'eau aussi, il faut rétablir un hôpital là, il faut apporter des graines et des semences pour relancer ça. Et ensuite, on écrit des propositions, on les soumet aux bailleurs et on envoie des équipes qui, eux aussi, ont cette capacité de rester des mois sur un terrain hostile, difficile, en se faisant à nouveau accepter pour délivrer cette aide et pour stabiliser une situation et secourir. Bon, voilà, c'est ça le modèle. Alors le modèle, je ne sais pas ce dont parle Francis, que je connais bien par ailleurs, mais on ne va pas réinventer un nouveau modèle, on ne va pas parachuter des graines en avion, on ne va pas agir par télépathie, ça reste ça le modèle de l'humanitaire. Par contre, on dit peut-être la même chose avec des mots différents. Ce qui est certain, c'est que il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Ce nouveau monde, il est lié à l'interruption, je veux croire temporaire, encore une fois. Par chance, les États-Unis sont une démocratie. Tous les 4 ans, il y a une élection. Il ne peut pas y avoir 2 fois de suite le même président. Il a déjà été élu 4 ans, il y a eu une interruption et 4 ans. Donc, on réserve que je me trompe sur la lecture américaine. Ces 4 ans-là, c'est les derniers 4 ans. Alors, on pourrait me dire, il peut y avoir pire encore après. Mais bon, on peut penser aussi à l'alternance. Ça arrive dans tous les pays. Un coup de droite, un coup gauche, un coup ci, un coup ça. Bon, voilà. Donc, parions sur le fait que ces 4 ans-là ne vont pas démontrer que le monde s'est mieux porté. Et peut-être, on va boucler un cycle et puis les choses s'amélioreront. Et dans tous les cas de figure, nous, ce qu'il faut faire évoluer, par contre, c'est notre manière de continuer de mener notre mandat avec moins de financement, d'autres financeurs qu'il va falloir trouver. C'est pas évident. Ça, c'est le travail de nos équipes, hein, de communication vers les entreprises, les philanthropes. Mais là encore, on sait ce qu'il faut faire, mais l'argent, il tombe pas du ciel. Les entreprises, elles sont toutes les mêmes qui sont sollicitées. Donc, on sait ça. Alors, on va peut-être aussi se fusionner, les ONG entre elles, pour faire des économies. Je ne sais pas, on va être agile. On saura absorber ce choc. Ce qui est certain, c'est qu'on ne servira pas davantage de personnes, qu'on va devoir se rétrécir pour rebondir ensuite. Mais je ne crois pas que le modèle, la finalité de l'humanitaire est appelé à changer. Si je peux me permettre de rebondir, effectivement, je pense je rejoins complètement Antoine. On fait face à une crise des financements. Donc, si modèle qui doit évoluer il y a et croiser des chemins il y a, c'est peut-être sur les modalités de financement et effectivement avec une répartition un peu différente et euh, des modalités de financement de l'humanitaire. Mais les besoins, malheureusement, ils sont grandissants, ils vont aller encore grandissant. Très certainement. L'expertise des humanitaires, elle s'est énormément développée et elle va aller encore grandissant parce que cette capacité d'adaptation à quoi qu'il arrive, trouver les moyens les moins coûteux aussi pour continuer à délivrer un maximum d'aide. Enfin, l'expertise dont parlait Antoine tout à l'heure et la transparence, c'est aussi il y a une efficience du secteur associatif et du secteur humanitaire en particulier dans la capacité à faire un maximum avec peu, qui n'a fait que croître avec le temps. Et donc ça ne va pas changer et finalement les humanitaires et Solidarité internationale vont s'adapter à une donne financière qui est celle d'aujourd'hui pour continuer à poursuivre un seul et unique objectif inlassablement qui est agir au maximum là où le besoin se fait sentir. Et certes, on ne pourra pas, compte tenu des circonstances actuelles, servir autant qu'on le souhaiterait de gens dans le besoin, mais on continuera et on devra faire des choix et des priorités, c'est un fait, mais on continuera. Et donc finalement, aujourd'hui, la problématique, et là moi où je serais assez positive, c'est qu'effectivement on est dans un flou, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué d'être dans le flou. On est à la croisée des chemins, il y a des choses qui vont évoluer, mais
on le voit, le repli sur soi qu'on constate et qui aboutit à ces décisions aujourd'hui, c'est un repli sur soi des États. Le déficit de confiance, c'est un déficit de confiance qu'ont les gens dans les États. Mais en revanche, la confiance qu'a l'opinion publique, elle s'est déportée petit à petit des États vers le domaine qui intervient pour l'intérêt général. La volonté du public de s'engager, que ce soit à titre individuel, en tant qu'entreprise, en tant que philanthrope ou en tant que ma grand-mère qui fait des dons, n'a jamais été aussi grand. C'est-à-dire que pour le coup, moi je ne crois pas, parce que un homme à la tête des États-Unis et l'ensemble d'un gouvernement prennent des décisions que personnellement et à titre d'individu j'ai du mal à comprendre. Je ne crois pas que pour autant l'ensemble du public ait renoncé à ce qui nous fait tenir ensemble et être société, à savoir le partage de valeurs humanistes, des valeurs de solidarité et la défense de celles-ci. Donc je pense que le jeu va certainement se redistribuer un peu différemment. On doit réinventer des propositions d'engagement, peut-être aller vers d'autres publics, recevoir de l'aide d'autres d'autres personnes, donateurs, entreprises, philanthropes, ou autres. Mais je suis certaine que, en tout cas, notre action, elle va se poursuivre parce qu'elle est vitale, tout simplement. Et vous citiez, Charlotte, tout à l'heure, le Grande Barrière, ce concept issu du premier sommet humanitaire mondial qui s'est tenu en Turquie en 2016. Et à l'époque, effectivement, la seule contrainte auquel nous faisions face, c'était l'augmentation des besoins humanitaires avec des financements qui restaient stables. Et là, aujourd'hui, ce Grand Bargain, évidemment, il reste d'actualité sur le principe, puisque la finalité du Grand Bargain, c'est de réduire au maximum leurs coûts de mise en œuvre, et puis pour les donateurs, de réduire la préaffectation des fonds pour distribuer l'argent là où il est nécessaire et pas trop fléché sur certaines causes ou certains pays. Mais les ONG humanitaires aujourd'hui, elles sont extrêmement touchées par la baisse des financements américains et demain par la baisse de l'aide publique française et après-demain par la baisse des fonds européens. Le Grand Bargain, il y avait des signataires aussi, il y avait des États, plus de 30 États, des Nations Unies, bon, etc., mais surtout des États. Et les Américains ont mis un énorme coup de canif dans tout ça. Le Grand Bargain, dans sa philosophie, reste intéressant comme idée, faire plus avec moins d'argent. Mais à un moment donné, ce concept-là se heurte aussi à un principe de réalité, quoi. Déjà à l'époque, alors que la situation n'était pas trop mauvaise, il y avait une générosité importante, pas suffisante, mais très importante. Et là maintenant, évidemment, ça rebascule toutes les cartes pour redéfinir des priorités en allant en plus à l'essentiel du life saving, comme on dit. Life saving, c'est-à-dire que les ONG humanitaires vont se recentrer sur leur mandat de sauver des vies et de frontliner, aller le plus près possible de la cause la plus importante, la plus aiguë. Ça va être ça notre avenir dans ce cycle-là, de ces 4 années, et j'espère une reprise d'une raison. Je ne parle pas de générosité, mais d'une raison, car les États ne doivent pas se tromper. Je le disais tout à l'heure, les humanitaires savent pourquoi ils font leurs gestes. Mais les États, c'est aussi politique. Ils ont eu bien raison de créer ECHO, et ils ont eu bien raison de se doter de ministres dédiés à l'action humanitaire, et ils ont eu bien raison de s'impliquer dans l'humanitaire, parce que l'humanitaire aujourd'hui, c'est véritablement essentiel aussi à l'harmonie entre les nations. Et même les Américains peuvent en avoir besoin. J'ai le souvenir de l'ouragan Katrina, c'était en 2005, où la Croix-Rouge américaine, à l'époque j'étais directeur international de la Croix-Rouge française, et bien la Croix-Rouge américaine, toute Croix-Rouge qu'elle était et toute américaine qu'elle était, devant l'ampleur des dégâts de Katrina en Louisiane, a lancé un appel à la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour être appuyée. Et j'ai envoyé une équipe de 15 personnes spécialistes en traitement d'eau et en logistique de mes équipes de la Croix-Rouge française à Bâton Rouge en Louisiane. Alors aujourd'hui, les Américains pensent qu'ils peuvent cesser d'aider le monde. Demain, ils auront peut-être besoin qu'on vienne les aider, comme nous, la France. On a été content aussi d'être aidés par les Américains à travers les ONG que je citais en 1918, 1920, qui sont venus aider nos populations dévastées, affamées par les grands conflits mondiaux en 45, en 46. Et donc, c'est notre conscience aussi, c'est notre conception de l'histoire et notre compréhension que la roue tourne et que si nous sommes aujourd'hui protégés, nous ne l'avons pas été hier et nous avons été heureux que d'autres viennent à notre secours avec des fonds généreux anglais ou américains, comme nous avons pu nous venir en aide aussi de temps en temps aux Américains. Je citais cette anecdote. C'est une anecdote, bien entendu, il faut la remettre dans son contexte, mais c'est une question aussi de philosophie, de compréhension. C'est très très juste et merci de l'avoir mentionné. J'étais d'ailleurs présente à la Nouvelle-Orléans en 2005 et je peux témoigner du traumatisme présent à ce moment-là.
Cécile, face à l'effondrement des financements institutionnels américains et à la pression sur les budgets européens, j'aimerais quand même vous entendre sur la manière dont vous envisagez de transformer votre stratégie de collecte de fonds. Actuellement, vous avez, je crois, plus de 50 000 donateurs actifs, ce qui représente un petit peu moins de 28% de vos ressources. Versus le budget des États-Unis, par exemple, qui représente 36% de vos ressources. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de rééquilibrage à trouver en allant, en cherchant à agrandir ce bassin de donateurs. Est-ce que vous avez des stratégies en particulier auxquelles vous pensez? Comment vous voyez un petit peu de l'avenir à ce niveau-là de la collecte? Alors ce qui est le socle important, de notre, collecte, aujourd'hui et qui va le rester encore, demain, c'est vraiment, comme beaucoup de nos collègues du secteur, humanitaire, nous nous appuyons sur la générosité de donateurs individuels qui donnent mensuellement. Ce qui nous permet d'avoir vraiment, quelque part effectivement un socle, solide, une base solide avec des donateurs extrêmement fidèles qui quelque part nous donnent entre guillemets «par abonnement» puisqu'ils nous donnent, chaque mois. C'est quelque chose qui représente, la moitié, de nos ressources, aujourd'hui issues de la générosité publique. C'est quelque chose qu'on souhaite pouvoir développer également, parce que c'est un relationnel très particulier qu'on a avec ces bailleurs individuels, qui chaque mois, font un geste, vers autrui, vers, et qui expriment ainsi leur générosité. Donc on souhaite poursuivre, ce développement, c'est quelque chose de très important pour nous. Parallèlement, la collecte digitale, est quelque chose qui se développe, de plus en plus aussi parce que ça permet d'amener des populations un tout petit peu plus jeunes que le cœur de cible donateur, vers, à des actes de générosité, à des dons. Souvent, des typologies de donateurs, qui ne sont pas des donateurs classiques, qui n'ont pas l'habitude de donner, sont touchés, par, notamment, des situations d'urgence et décident de faire un don. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, et le font par le biais du digital parce que c'est très immédiat et très émotionnel et très simple, quelques clics et le don est fait. Donc, on a une réelle importance de développer notre visibilité, notre notoriété. Solidarité Internationale est, très connue parmi, les humanitaires, très connue pour son action, aussi sur le terrain auprès de ses bénéficiaires. Bizarrement moins connue, du grand public, en France, et à l'international, en tout cas pour cette dimension. Donc on est connus pour ce qu'on fait, auprès des gens qui bénéficient de nos actions, mais pas suffisamment, du grand public. Donc on a un enjeu important de développer notre notoriété, notre visibilité, ce qui permettra d'autant plus de développer notre collecte, digitale, donc cette collecte qui repose sur la présence à l'esprit. Et c'est pas un défi de défendre les valeurs de solidarité internationale dans un contexte un peu délétère, hein, donc d'inflation, de montée des nationalismes, on voit aussi apparaître et c'est assez nouveau des discours anti-droit avec en ligne de mire, des organisations qui défendent les migrants ou des organisations environnementales. C'est-à-dire qu'il y a une parole complètement, décomplexée, sur les réseaux sociaux. Il y a même certaines, ONG qui témoignent, d'attaques, reçues. C'est pas un défi, ce sont pas des défis que vous anticipez pour intéresser et mobiliser les donateurs? Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, la caisse de résonance des médias fait la part belle à l'archipélisation, à cette forme de repli sur soi et ces positionnements plus extrêmes. Mais je crois que fondamentalement et sur l'ensemble de la société, heu, il y a plus de monde qui, au contraire, a besoin de ces valeurs refuges, de faire société ensemble autour de valeurs de partage, de solidarité. Et je crois que la société dans son ensemble, contrairement à l'image que veut bien nous renvoyer X, est prête, justement à se dresser, pour répondre solidarité face aux urgences, face aux besoins. Je pense que Cécile, tu as raison de dire ça. Je pense que Cécile souligne quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui les micros des médias et les réseaux sociaux, hélas, ne se tendent que vers les artisans de la fake news, totalement désinhibés, comme vous le disiez, Charlène, qui disent tout et son contraire, en sortant de leur contexte à la mode américaine des engagements français
au titre de son aide publique au développement, qui sont la plupart du reste erronées. Donc ça, c'est hélas une réalité. C'est-à-dire qu'on voit que les médias aujourd'hui ne donnent pas la parole ou ne tendent pas le micro aux autres, et ils sont très nombreux de nos compatriotes qui pensent que la France, pour ce qui concerne la France et donc leurs impôts, nos impôts, ont parfaitement encore une logique à s'inscrire dans cette aide publique au développement dont fait partie l'aide humanitaire. Et je pense que c'est la même chose dans la plus grande partie des pays. Mais pour l'instant, on n'entend pas ces voix-là, pas assez. Donc il est urgent que ces voix-là soient entendues. Je comprends que c'est peut-être moins attractif que de tendre le micro à quelqu'un qui dit tout le mal qu'il pense de l'action humanitaire que nous menons à droite et à gauche, mais ça me paraît être essentiel, et nous n'aurons pas de mal à trouver un certain nombre de compatriotes qui payent leurs impôts ou d'élus qui diront que c'est nécessaire. Et ça, c'est notre mission de demain avec nos équipes de communication. C'est donc de dire, d'expliquer, de ne pas être des activistes acharnés, d'expliquer juste factuellement ce que nous faisons et de tenter de faire comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça peut arriver à chacun de nous, qu'il ne faut pas se tromper, que nous avons été des réfugiés, de déplacés. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont été sur des routes poudreuses ou sont venus d'autres pays pour devenir français. Je pense que c'est ça aussi, ce sont ces histoires-là, c'est de réexpliquer l'histoire, et que cette affaire d'aide humanitaire, c'est quelque chose d'assez universel, et que c'est pas une affaire de boutiquier où on coupe les vannes pour punir tel pays, tel monde humanitaire taxé de wokisme ou de je ne sais quelle idiotie qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes, pour tenter de nous stigmatiser et de nous diaboliser. Donc on a cette mission aussi qui s'ajoute à nos missions, c'est d'être vocaux, de parler, d'expliquer. Et donc évidemment nous préférerions nous consacrer à ce pourquoi nous sommes créés, mais on comprend que ça va s'additionner aux efforts que nous devons faire pour expliquer qui nous sommes. Alors pour conclure, Cécile et Antoine, malgré les défis considérables que nous avons évoqués ensemble, crise de financement, tensions géopolitiques, ampleur des besoins, quel message d'espoir avez-vous envie d'adresser aux auditeurs qui nous écoutent ? Déjà, je pense que niveau espoir, moi je suis convaincue, parce qu'on m'a beaucoup appris ça dans ma précédente expérience, que c'était notre devoir, à nous fundraisers, donc à moi en particulier, de faire de tout problème une opportunité. On s'y emploie au quotidien, et on a la chance de pouvoir s'appuyer à la fois sur un bassin de soutien, de donateurs qui nous suivent déjà, qui est extrêmement engagé, et les actions menées par des influenceurs comme vous, Charlène, pour mieux nous faire connaître et nous permettre d'agrandir encore cette communauté de soutien sont cruciales, sont clés. Nous allons les multiplier, et donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, à ceux qui nous entendent, s'ils ont envie de faire un geste d'espoir, le plus simple, c'est de souscrire un don régulier auprès de Solidarité Internationale. Ça apportera une action concrète sur le terrain, avec une expertise qui a été nourrie par 45 ans d'expérience, au plus près des populations les plus fragiles, avec une rigueur, un engagement et un enthousiasme sans commune mesure. Donc voilà, ça se passe sur solidarité.org, solidarité au pluriel, et ça prend 5 minutes. Il n'y a pas de petite contribution, 5 € par mois, 10 € par mois, 15 € par mois, ou plus si on en a la possibilité. Mais voilà, faire un geste d'espoir concret, c'est ça aussi, c'est faire un don. Pour conclure, je dirais que personnes qui nous écoutent, que en soutenant une ONG de leur choix, une ONG de leur cœur, c'est aussi un peu de leur conscience qu'ils engagent dans cette action universelle qui aujourd'hui bénéficie à d'autres et qui demain peuvent leur bénéficier à eux ou à leurs enfants. C'est quelque chose véritablement qui doit se distancer de la politique. La politique, elle est partout. Les ONG sont aussi politiques. On fait partie d'une société. On est des acteurs. Mais la politique, au sens grec du terme, pas la politique d'affairisme. Cette politique-là, on n'en fait pas des ONG. Donc, éloignons-nous de ça, et que nos donateurs, ceux qui nous font confiance, nous aident à nous préserver de cela pour pouvoir poursuivre ce mandat qui s'adresse à des gens qui aujourd'hui sont dans le plus grand péril, qu'ils n'ont pas choisi. Ils ne sont pas coupables. Ne nous trompons pas. Les migrants ne sont coupables de rien. Les gens heureux ne migrent pas. Quand on migre, c'est bien parce qu'on est victime d'un choc. Et chacun de nous peut demain être victime d'un choc. C'est vraiment ça le message que les uns et les autres doivent comprendre. Nous ne sommes coupables de rien. Et nous n'aidons en aucune manière des gens qui seraient coupables de quelque chose. Enfin, les ONG humanitaires sont exemplaires dans la gestion des fonds,
puisqu'aujourd'hui, l'argent est l'obsession de tout le monde. On est totalement obsédé par ça. C'est l'actualité. Nous avons des comptes. Ils sont vérifiés, ils sont contrôlés, ils sont publiés. Une ONG comme Solidarité Internationale, qui avant la cessation des crédits américains était aux alentours de 190 millions d'euros annuels pour servir 5 millions de personnes, est gouvernée par un conseil d'administration de 18 personnes et de son président, votre serviteur totalement bénévole. Je ne connais pas d'entreprise du CAC 40 ou d'autres entreprises qui ont des gouvernances totalement bénévoles. Nos directeurs, nos salariés sont payés 30% en dessous de ce que le même marché économique leur proposerait. Donc n'écoutez pas les voix qui disent les humanitaires s'enrichissent ou comme si nous étions un club de vacances. Nous sommes dépositaires d'une mission au nom de notre conscience à tous pour secourir ceux qui sont victimes d'un choc. Nous le faisons consciencieusement, nous le faisons avec beaucoup de rusticité et personne ne s'enrichit, personne ne détourne de l'argent public. Nous sommes ultra contrôlés. Nos sites internet sont là. Nous répondons aux questions. Nous avons des adhérents qui augmentent d'année après année. Donc ça, je m'en félicite. Nous avons un socle d'adhérents qui ne cesse de grossir, qui nous font confiance. Et ça, c'est ce message d'espoir que on peut partager avec tout le monde pour dire rejoignez-nous, ne nous laissez pas tomber, ne vous laissez pas tomber aussi. Une ONG qui meurt, c'est un peu de notre raison d'être, de notre dignité, de notre éthique qui disparaît. Mais écoutez, je voudrais vous remercier chaleureusement tous les deux pour votre partage aujourd'hui. On a vraiment pris le temps ensemble de décortiquer ce qu'est l'humanitaire, de regarder aussi en profondeur ce que fait Solidarité Internationale, évidemment en abordant l'actualité et vos défis actuels. J'espère qu'en tout cas que vos appels seront entendus largement par nos auditeurs et que ça leur donnera l'envie d'accomplir un geste de générosité, que ça soit faire un petit don à la hauteur de ses moyens ou tout simplement aller faire un tour sur votre site internet, voir ce que vous faites, découvrir votre baromètre de l'eau. S'informer, c'est déjà faire un premier pas. Alors, je mettrai bien entendu tous les liens en description d'épisode. Et merci encore pour votre expertise. On vous souhaite beaucoup de courage pour affronter ces prochaines semaines dans l'incertitude. Au revoir Charlène, merci beaucoup. Merci Charlène, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.